Alors bonjour tout le monde. Oui, merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Vous êtes ici à Chers parents du 21e siècle et on termine cette mini-série sur la relation papa-adolescent. En fait, on va terminer avec la relation père-fils. La semaine dernière, on a parlé de la relation père-fille et aujourd'hui, on va voir que c'est passablement différent. Les défis sont différents. Évidemment, on peut remarquer des similarités et surtout, on ne doit pas mettre tout le monde dans le même panier. Ce que je vous apporte ici, c'est tout simplement ce que la littérature a pu observer dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas. Donc, de quoi il est question avec la relation père-fils? Eh bien, c'est une relation qui peut se transformer et qui peut s'enrichir au fil des années. Ce n'est pas parce qu'on est parti dans une trajectoire qu'on doit maintenir celle-ci. Parce que, comme on le voit, nos enfants se développent, cheminent, euh, leur corps se développe, leur cerveau se développe, leur maturité se développe. Donc, il y a des ajustements. Sa personnalité demeure, son caractère change, sa maturité change, sa compréhension du monde change. Et c'est important de savoir s'adapter à cette réalité-là si on veut être un bon coach, un bon mentor pour notre garçon en l'occurrence, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, on va explorer ensemble différentes dynamiques qui vont, comment dirais-je, colorer cette relation qui est si importante et si précieuse. On va commencer par établir une base solide. Vous savez, la présence du père est cruciale dans le développement de son fils. Oui, il y a un livre qui est sorti que j'ai lu, que j'ai apprécié, de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué. Et ouais, ça m'a beaucoup interpellé. Et il n'y a pas seulement ce livre de cet auteur. Il y a des recherches qui ont été menées en Norvège, par exemple, qui ont souligné l'importance, l'impact du père dans le développement de ses enfants, particulièrement dans les 2 premières années. Alors, ce qui arrive, c'est que si on fait une comparaison entre un enfant qui a eu une présence paternelle, comment dirais-je, une présence chaleureuse, aimante, compréhensive, et un autre enfant qui n'a pas eu ce genre de relation-là, eh bien, on voit qu'il y a des différences entre les deux, règle générale toujours, parce qu'on voit que chez l'enfant qui n'a pas eu de papa qui a pris soin de lui, ça peut être un papa substitut, ce n'est pas nécessairement le papa biologique, mais celui qui n'a pas eu cette présence paternelle significative va avoir, il y a la possibilité qu'il va vivre des déficiences sociales, sexuelles, morales ou cognitives qui vont prendre plus d'ampleur que chez celui qui avait un papa près de lui. Alors, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes, par exemple, une maman célibataire, qu'automatiquement, votre fils va développer des déficiences sociales, sexuelles, morales ou cognitives. Non. C'est que les probabilités sont plus grandes. C'est pour ça que quand papa n'est pas à la maison, c'est important d'avoir un papa substitut. Ça peut être un oncle, ça peut être un cousin, ça peut être un ami, ça peut être une famille entière qui, par exemple, chapeaute une maman qui est célibataire. D'accord? Alors, une famille qui prend cette maman et leur enfant sous leur aile. Ça, c'est d'autres alternatives qu'on peut voir. Maintenant, ou si maman fait partie d'une communauté, d'un groupe, d'un genre de club, ça peut être une communauté chrétienne, une communauté qui, justement, forme un genre de mini-village. Et ça peut aider grandement parce qu'au travers de cette communauté, il y a des leaders, il y a je dirais, des personnes significatives, des hommes et des jeunes adultes qui peuvent être des modèles, des sources d'inspiration, des sources de connexion. Maintenant, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui forge un lien père-fils qui va être solide? Qu'est-ce qui va être à l'origine de la solidité de ce lien-là? Eh bien, souvent, ce que la recherche découvre, c'est que
c'est pas tant pour le garçon la parole qui est important. Hein, parce que chez les filles, on l'a vu, c'est important que le père puisse parler au cœur de sa fille, la relation père-fille. Mais chez le garçon, c'est pas tant la parole qui est privilégiée, c'est l'activité, c'est le contact, c'est la dynamique, c'est ce qu'ils vont vivre ensemble. Et ce qu'ils vivent ensemble, ça peut être parfois sans mots, mais il y a une connexion qui se passe au moment où est-ce qu'ils le vivent. C'est pas la même chose. C'est pas le garçon ne s'attend pas à ce que papa lui parle continuellement. Ça ne veut pas dire d'être silencieux, on va le voir tout à l'heure. Parce que ce que les garçons recherchent, c'est une relation qui va se tisser au travers des activités qu'ils vont partager. Papa partage avec son garçon. Et au travers ces activités-là, le garçon ressent de l'estime, de l'admiration, du soutien de la part de son papa. Pourquoi? Parce que souvent dans la relation père-fils, les liens vont se nouer dans l'action. C'est des moments de complicité, c'est les moments où est-ce que les deux compères se comprennent, c'est les moments où est-ce qu'ils développent cette proximité, ils apprennent à se connaître. Et c'est pour ça que, oui, c'est important, même si c'est avec peu de mots, d'apprendre à être un peu démonstratif en tant que papa. De manifester par un sourire, par un regard chaleureux, par une tape sur l'épaule, passer la main dans les cheveux, par exemple, etc. Parce que votre garçon, nos garçons ont besoin d'attention, ont besoin de sentir qu'on recherche à les connaître. Et un des signaux, je devrais dire, qui fait que la relation est saine, c'est est-ce qu'il vient vers vous pour aller chercher des conseils maintenant qu'il est adolescent? Est-ce qu'il va s'asseoir avec vous ou va lui dire « Hey papa, j'ai une question à te poser. » Est-ce que vous créez des situations où est-ce que vous marchez ensemble, où est-ce que vous faites des activités et ça amène ce lien, cette discussion-là? Maintenant, vous voulez savoir si la relation est excellente. Là, s'il vous demande conseil, ça veut dire qu'elle est saine. Si elle est excellente, c'est qu'il va se confier à vous, même s'il sait que vous connaissez ses défauts. Même s'il sait qu'il a fait des erreurs, il va venir se confier en vous. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Hein, de maintenir la relation, cette relation qui est basée sur un amour inconditionnel. Vous allez me dire, ouais, mais on ne peut pas le laisser tout faire. Non, non. C'est pas, la question, ce n'est jamais de laisser notre garçon tout faire ce qu'il veut. C'est dans notre approche envers lui, lorsqu'on veut lui enseigner les bonnes valeurs, les bons comportements, la politesse, le respect, la considération. Comment on le fait? Et moi, je vous en parle aujourd'hui parce que je voudrais éviter que vous puissiez tomber dans les erreurs que j'ai faites, que j'ai commises. Alors, et on va en reparler ça un peu plus tard. Si vous désirez développer une relation solide, ce qui est important, c'est que votre enfant, votre garçon doit ressentir une chose et il doit la ressentir avec énormément de profondeur, c'est qu'il a le droit à l'erreur. Il a le droit à l'erreur. C'est facile à dire comme ça. Ben oui, mon fils, il a le droit à l'erreur. Mais dans le feu de l'action, souvent, j'ai voulu faire sentir à mon fils que là, cette erreur-là, il n'avait pas le droit de la commettre. Est-ce que ça veut dire que je minimise son erreur? Non. Encore une fois, c'est dans l'attitude. C'est dans l'intensité. C'est dans le regard. Et c'est pour ça que on doit reconnaître quel type de père on est. Par exemple, si on est un père autoritaire, si on est un père exigeant, ou si on est un père peu démonstratif, eh bien, si on est un de ces trois-là, on risque de fragiliser le processus
le processus relationnel. Et je sais de quoi je parle parce que moi, j'ai été un père à la fois autoritaire, exigeant et peu démonstratif. Comment dire en bon québécois? Tout pour que ça foire. Hein? Ça foire, ça veut dire tout pour que ça s'écroule, pour que ça ne tienne pas la route. Et moi, j'avais ces 3 défauts-là en tant que père. Alors, moi, mon conseil, c'est soyez pas trop critique ou trop exigeant. Ça ne veut pas dire de tout laisser passer. Ça veut dire de choisir ses batailles, d'être consistant et d'être chaleureux, même si parfois, ça fait appel au défi de l'amour inconditionnel. Vous savez, Martial Lozada et Barbara Fredrickson mentionnent qu'un garçon a besoin de 3 à 4 paroles d'édification pour une réprimande. OK? Ça veut dire 3 paroles d'encouragement, d'édification pour une réprimande. Si on fait le ratio. Moi, je me souviens, hein, je vous l'ai déjà mentionné, ma première épouse, Carole, qui est décédée en 2013, c'est la mère de nos enfants, de mes enfants. Et elle me disait souvent, « Éric, tu peux reprendre. Puis quand tu reprends, c'est juste. Mais le problème, c'est pas que c'est pas juste. Le problème, c'est que tu n'édifies pas, tu n'encourages pas. Tu fais juste soulever ce qui n'est pas bon. » Et savez-vous quoi? En bon québécois, quand elle me disait ça, ça me rentrait dedans parce que je savais qu'elle avait raison, mais ça me frustrait parce que j'y arrivais pas. C'est pour ça que des fois, on a besoin d'un coach, on a besoin d'un accompagnement pour un certain temps et puis développer cette habitude, cette saine habitude d'édifier, d'encourager et particulièrement d'édifier, d'encourager le caractère. Parce que, vous savez, il y a un roi sage, un roi de l'Antiquité, qui a dit un jour « Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages. » Si vous voulez que votre fils devienne sage, il doit entendre des critiques constructives. Et ça veut dire lui donner le goût de s'améliorer d'abord pour son bénéfice à lui, pas pour le mien, pas pour le vôtre, pas pour celui de papa, pas pour soulager papa, mais pour son bien à lui, pour qu'il développe sa sagesse et qu'il trouve un plaisir dans la sagesse. Et c'est là, une fois que ce résultat-là sera là, qu'on va en tirer bénéfice en tant que papa. On va en être fiers. Mais nos critiques, elles sont constructives parce qu'elles sont en train de construire, d'édifier, de fortifier son caractère. C'est ce qu'on veut. Et c'est pour ça que lui, s'il sent, notre garçon, qu'on l'apprécie tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, il va se sentir aimé. Et c'est pour ça que l'important, c'est de l'accueillir sans jugement lorsqu'il se confie. Et c'est important également de valoriser ses efforts, parce que des fois, nos enfants font des petits efforts, c'est pas tout à fait à notre goût. Ça peut être fait avec un peu de nonchalance, avec un peu de négligence. Il ne voit pas nécessairement la portée, l'ampleur que nous, on a parce qu'on a 20, 25, 30, 35 ans de plus que lui. On a beaucoup plus d'expérience. Donc, on doit le voir à son niveau et non pas à notre niveau. Et c'est pour ça que on doit également lui démontrer notre affection, même s'il est ado, même si c'est un vieux ado, hein, un jeune ado, 12-13 ans, un vieil ado, 16-17 ans. Lui montrer de l'affection, un câlin. Et c'est pour ça que c'est important de commencer jeune. OK? Lui donner un câlin, hein, le serrer un peu, épaule à épaule, hein? Lui serrer l'épaule droite, par exemple, hein? Avec la main droite, comme ça, en arrière. Et puis, et c'est ça. Flatter le dos pendant 1 ou 2 secondes, comme ça, dire « Hey, je suis fier de toi ». Et c'est pour ça que, pourquoi? Parce que ça renforce son identité masculine, puis ça consolide vos liens. Quand il y a des contacts physiques chaleureux, ça renforce son identité masculine, puis ça consolide les liens papa-garçon.
Alors, parce que, vous savez, c'est important ce que je vous dis parce que pour ma part, je croyais qu'en étant un père autoritaire, strict et exigeant, que j'allais imposer chez lui le respect, puis j'allais lui montrer l'ordre et la discipline. C'est vrai que ça l'a amené chez mes enfants un niveau de discipline assez important. Mais ça ne s'est pas fait dans une atmosphère qui leur rappelle de bons souvenirs, par contre. Alors, et savez-vous là où est-ce que j'ai manqué, c'est que dans mon côté autoritaire, strict et exigeant, j'étais en train de perdre de vue que c'était des cadeaux de Dieu pour moi. J'étais en train de perdre de vue leur valeur, la valeur qu'ils avaient à mes yeux, mes enfants. Et c'est pour ça que ce style parental, strict, exigeant, autoritaire, peut sembler protecteur. Hein? Moi, c'est pour le bien de mes enfants. Je veux faire d'eux des bons citoyens. Je veux en être fier. Puis je veux qu'ils se débrouillent bien dans la vie. Je veux qu'ils puissent être responsables. C'est tout bien, ça. Mais ça a créé une distance, puis ça a nourri plusieurs conflits. Je peux vous le dire. Parce que, vous savez, les attentes élevées peuvent décourager nos garçons puis leur donner le sentiment qu'ils ne sont jamais à la hauteur. Et qu'est-ce que ça produit souvent? Bien, ça produit des bourreaux de travail où ça amène les jeunes à développer des dépendances. Pas dans tous les cas. Mais on ne veut pas ça. On ne veut pas bâtir dans cette direction-là. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Éric, comment on développe une relation saine si on est un papa exigeant, autoritaire, si on est un papa qui est strict? Alors, la première des choses, je sais que ça va être un défi, mais c'est de discuter avec la maman avant tout. Parce que quand on est un père autoritaire, strict et exigeant, souvent, pas toujours, mais souvent, maman est douce, conciliante, pacifique, modérée, même trop parfois à nos yeux. Moi, Carole, je la trouvais pas assez ferme. Alors, ça me frustrait parce que je dis, bon, ben, il faut toujours que moi j'intervienne. C'est moi le mauvais, en anglais on dit le bad cop, là, le mauvais policier. T'sais. C'est moi qui dois jouer le rôle du mauvais, du méchant, donner les conséquences. T'sais. Mais en même temps, j'avais quelque chose à apprendre d'elle, dans son approche. Parce que mes enfants allaient toujours se confier, la majorité du temps, allaient se confier à elle. Alors, pourquoi? Parce que oui, elle avait des lacunes sur certains points, mais elle avait gagné la relation. Hein? La relation. Et c'est pour ça que si on ne veut pas vivre une vie familiale hypocrite, où est-ce qu'en façade, on est bien portant, beau à la vue, bien, c'est important de développer une relation parce que cette relation-là, elle tisse des liens en profondeur, basés sur l'amour inconditionnel, basés sur la grâce. Et la grâce, ça ne veut pas dire de laisser tout aller. C'est dans l'approche, dans l'accueil, dans la compréhension, en choisissant nos batailles. Et c'est pour ça que pour les pères autoritaires, l'important, c'est de chercher à connaître notre fils, de l'encourager puis de le valoriser dans ses traits de caractère, pas juste dans ses actions. Et même, je dirais, de ne pas valoriser ses actions. Vous allez dire quoi? Ben, comment tu peux l'édifier? Mais en valorisant son caractère. En disant, c'est beau de voir comment tu es consciencieux, que tu es attentionné, que tu es sensible. Une fois que c'est fait, là, vous pouvez rallier à l'action. On voit que tu es consciencieux, comment tu as fait le ménage dans ta chambre, puis tu t'es assuré que tout soit propre, tout soit bien rangé. Tu as été méticuleux quand tu as fait ton dessin. Wow, je t'ai impressionné comment tu es méticuleux. Hein, quand est-ce que tu as vu ça, papa? Ben, quand tu as dessiné l'autre fois. Mais vous mettez l'accent sur le caractère, d'abord.
J'étais tellement touché de voir combien tu as été sensible avec ton petit frère, avec ta petite sœur. Tu as été sensible que lui, il voulait jouer un autre jeu, puis tu as décidé de mettre ton jeu de côté pour jouer à son jeu. Tu as été sensible à son besoin. Et là, on renforce le caractère. Par contre, si vous voulez faire une réprimande, parce que ça arrive, je vous l'ai dit, ça arrive une fois sur 4. 3 paroles d'encouragement, d'édification pour une réprimande. Alors, quand ça arrive, dans 25% des cas, et là, vous visez l'action pour ne pas fragiliser son caractère ou pour ne pas renforcer le mauvais caractère. Parce que, un exemple, on ne dit pas à notre garçon, tu as brisé ma confiance parce que tu es un menteur. Ça serait de l'identifier, qui s'identifie à un mauvais trait de caractère. Non, on dit, tu as brisé ma confiance parce que tu m'as menti. C'est l'action qu'on n'aime pas. Alors, c'est pour ça que quand on encourage, on touche d'abord le caractère. Et quand on veut réprimander, on touche l'action. Parce qu'on veut renforcer son caractère. On veut qu'il s'identifie à ce qu'on voit de beau chez lui. Maintenant, si vous êtes du type trop exigeant, comme je l'ai été, je pense que ce qui est important, c'est d'éviter à tout prix de justifier vos fautes. Tu sais, si je justifie ma faute, ouais, oui, j'avais raison d'être en colère parce que tu as été méchant. Tu sais. Mais ce n'est pas une bonne façon parce que on est en train d'entretenir cette mauvaise atmosphère dans la maison. C'est plutôt dire, écoute, j'ai été très frustré tout à l'heure. Je te demande pardon, c'était trop intense. Je sais que ça t'a blessé. Tu t'es senti certainement rejeté ou humilié. Je te demande pardon. Maintenant, je veux juste te dire que ce qui m'a attristé, hein? Alors, parlez de ce qui vous a attristé, de ce qui vous a fait peur, de ce qui vous a déçu. Ça, c'est une chose, mais de justifier un élan de colère, ça peut être dévastateur, je peux vous le dire. Et c'est important d'avouer, qu'on avoue nos fautes et qu'on exprime avec fierté tout ce qui est beau chez notre enfant. Et c'est pour ça qu'en le valorisant, en valorisant ce qui nous rend fiers chez lui, eh bien, on contribue à son développement affectif. Alors, comme dernier point, si vous êtes un père peu expressif, parce que moi j'étais comme ça, j'étais exigeant, autoritaire, sévère, strict et peu expressif. Et parfois, on peut avoir du mal à exprimer ses émotions. Je le sais, j'étais barré émotionnellement d'exprimer ce qu'on ressent. Mais il y a des moyens à apprendre à s'ouvrir davantage avec notre fils. Souvent, quand on vit des activités qu'on va partager, qu'on va vivre ensemble, par exemple, si on va marcher en forêt, hein, si on va en montagne, si on prend un cours de secourisme ensemble, si on s'inscrit à des groupes qui vont nous amener justement à vivre une activité tout en socialisant. Et là, au retour à l'auto, comment tu as trouvé ça? Comment tu as aimé ça? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Et aussi, parfois, on est appelé, quand on est barré complètement, eh bien, que ça ne sort pas du tout, bien, de faire partie d'un groupe de discussion ou de rechercher de l'aide d'un professionnel ou d'un coach pour une saison, pour apprendre à débloquer émotionnellement, pour que toute la famille puisse en bénéficier. Et ce qu'il faut considérer, c'est que chaque geste compte. Un petit merci, un sourire, un compliment fait toute la différence. Et la question que je vous pose ici, vous avez peut-être entendu plusieurs choses, mais quel serait votre premier petit pas que vous pourriez faire aujourd'hui, cher papa? Quel premier petit pas? Et si vous avez le goût de me le partager, eh bien, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. Et si vous voulez en discuter davantage, avoir une discussion avec moi, eh bien, je vous offre à tous les auditeurs du 92,7 FM, eh bien, une séance de 30 à 45 minutes. Il suffit de m'écrire
à coach@ericlantier.net. C'est tout à fait gratuit et on pourra en discuter et on pourra voir ensemble quelles sont les pistes qui sont à votre portée. Alors, vous allez pouvoir ensuite en faire bénéficier votre famille. Et c'est ainsi que se termine cette saison de Chers parents du 21e siècle. Eh bien, mais oui, ça se termine aujourd'hui. Et si vous voulez que dans les années prochaines, ça se poursuive un peu plus longtemps, sur une plus longue période, mais je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM ou qu'elle se prolonge, eh bien, c'est l'adresse à m'écrire, coach@ericlantier.net. Eh bien, sur ce, chers auditeurs, merci d'avoir été là. Merci à tous ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux. Vous êtes là fidèles également. Merci à tout le monde. Je vous souhaite un bel été. On se revoit à l'automne 2024. Merci et au revoir.